village en Afrique orientale. Un village comme tant d'autres, avec toutefois quelque chose de spécial. Il y a 20 ans, nous étions déjà là avec notre caméra. Nous voulions connaître le vrai prix de nos précieux jeans 100% coton. Nous avions croisé un homme, un vieux paysan appelé Mbogo, buffle en swahili. Je ne gagne plus d'argent avec mon coton. Vous qui êtes nos hôtes, qui venez nous filmer, vous l'achetez notre coton? Donnez ces images à nos frères européens. Quand chez vous les prix baissent, c'est notre salaire qui en pâtit. Montrez-leur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Quand vous rentrerez chez vous, dites-leur d'augmenter le prix de notre coton dans votre pays. Nous vous en serons reconnaissants. Bon voyage, mes amis, et bonne chance. Changement de millénaire, la mondialisation est en route. Nous partons pour la Tanzanie, où nous voulons une fois encore remonter la piste de la matière première. Nous sommes curieux de voir ce qui a changé. Près d'un quart de siècle après un premier documentaire, La récolte de Mbogo ou le partage du monde, nous reprenons la piste qui nous conduit vers Muenda. À la fin des années 1970, 880 familles du village vivaient de la culture du coton. À la fois curieux et excités, nous nous mettons en quête du vieux Mzimbogo. Mzee! Ulaya! Mzuri. Salama. Hali yako? Mjambo? Safi. Mera habari gani? Mjambo? Salama. Wote? Karudi tena mtu wa Ulaya. Ndio. Okay. Tate. Je m'appelle Mbogo et voici ma femme Zenabou. L'homme que vous voyez là est mon fils Rachidi. Et lui, c'est mon petit-fils. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, et lui aussi. Lui aussi, lui aussi. C'est Zenabou, la maîtresse de maison. Toutes mes autres femmes sont parties. Elle est malade? Oui, elle ne va pas bien du tout. Elle n'a pas toute sa tête. Mais grâce à son traitement, son état commence à s'améliorer. Aujourd'hui, elle peut même faire la cuisine. Le repas est prêt. Autrefois, il y avait toujours beaucoup de monde chez nous. Nous avions assez d'argent pour recevoir tous les jours. Tout allait bien. Nous avions une grande maison. Mais hélas, la chance a tourné. Nous gênons ici. Sortons. Je suis toujours resté fidèle à ma femme. Et elle aussi. Toutes mes autres femmes n'étaient que des opportunistes. Elles n'en voulaient qu'à mon argent. Quand il n'y a plus rien eu, elles sont parties. En 1978,
Tous les petits paysans, sans exception, vivaient du coton et pour le coton. Le pays avait besoin de la matière première pour l'exporter outre-Atlantique. Depuis des siècles, c'est le coton qui fait tourner à plein régime les usines textiles européennes et les caisses de l'État tanzanien sont littéralement suspendues aux exportations de l'or blanc. L'État garantissait travail et salaire aux paysans. Ils en vivaient chichement, certes, mais évoluaient dans une sorte de cocon paisible. Autrefois, il avait un toit de tôle ondulé sur la tête, 4 femmes, 30 chèvres et 2 hectares de canne à sucre. Mzimbogo est plus qu'octogénaire, et quand il est né, son pays était encore une colonie allemande. L'Allemagne impériale y avait introduit le travail forcé dans les champs de coton. Je suis embêté. Je ne suis pas sûr que ce riz soit bon. Moi qui avais l'habitude de la bonne nourriture. Rachidi, un des fils de Mbongo. Il répare vraiment des vélos et des montres, ou il fait juste semblant pour faire croire qu'il a du travail. Certains jours, je gagne près de 2000 shillings. Mais en ce moment, j'arrive à peine à gagner 500 shillings par jour. Les gens n'ont plus d'argent pour faire réparer leurs vélos. À mon avis, il doit faire ça gratis, parce que je le vois quand même toujours en train de travailler, ou il leur fait crédit. Dis-moi, Zita, tu as des enfants? Oui, j'ai une fille, Robertina. Et voici ma petite fille, Célina. Quel âge a-t-elle? 14 mois. Zita a toujours le sourire aux lèvres, malgré les avatars de la poliomyélite. Elle travaille du matin au soir depuis toujours. Au lever du soleil, ses frères et sœurs transportaient la petite fille handicapée devant la maison. Zita nettoyait le coton jusqu'au coucher du soleil. Son père, Mzeaole, échangeait le coton contre de l'argent. Il en avait besoin pour acheter les cahiers et aussi les médicaments hors de prix pour Zita. Grâce à ses soins attentifs, Zita ne s'en est pas mal sortie. Elle a fondé une famille, elle a même appris à lire et à écrire. C'est mon frère Lauriane qui m'a appris à lire et à écrire. Comment faisait-il? Il me donnait des cours après l'école. Donc maintenant, tu sais bien lire et écrire. Oui. Et que fais-tu en ce moment? Rien de spécial. Vous teniez une boutique, si je me souviens bien. Oui, mais nous avons fait faillite. Pourquoi? Nous n'avions plus d'argent. À combien s'élevait votre capital? 50 000 shillings. 50 000 shillings? Et tu as tout dépensé? Mais ce n'était pas assez. Vraiment? Oui, c'est vrai. Quand Peter est venu pour la première fois, ce champ s'étendait jusqu'en bas. Il y avait du travail, tout allait bien. Maintenant, il n'y a plus rien. Avant, tout était blanc de la maison jusque là-bas. Il n'y avait que des champs de coton, pas un seul arbre. La forêt que tu vois là n'existait pas. Des tracteurs allaient et venaient sans cesse. Les gens récoltaient à tour de bras.
J'étais même parfois obligé d'engager des écoliers pour m'aider. Ils étaient payés, bien sûr, et avec de l'argent, pas en nature. L'or blanc se dessèche sur pied dans le dernier champ du village. Il y a 2 ans, quelques paysans ont bien tenté de relancer la culture du cotonnier. Mais faute d'engrais, seul Mohamed a eu le bonheur de voir pousser ses plants. Le coton lui est finalement resté sur les bras. Aucun négociant n'est venu le lui acheter. Inutile de le cueillir. C'est une très grande perte. Nous avons cultivé du coton, mais personne ne veut nous l'acheter. C'est la 3e année de suite. Et pourtant, nous produisons un coton de grande qualité. On cultivait cette variété de coton parce qu'il nous rapportait beaucoup. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus d'acheteurs, on reste avec le coton et c'est la misère. Nous sommes devenus de pauvres. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à le récolter. On le laisse là jusqu'à la saison suivante et on plantera autre chose. Muenda n'était pas un village comme les autres. Dans ce village, loin des grands axes routiers, il y avait autrefois une grande plantation de coton. Elle appartenait à l'État, qui en avait fait une ferme modèle. C'est là qu'on collectait et vendait le coton. Les champs s'étendaient à perte de vue, des cultures extensives industrielles. À l'époque, il y a plus de 20 ans, le gouvernement avait garanti aux planteurs un prix minimum. Et quand le cours mondial dégringolait au-dessous de ce prix garanti, la société étatique chargée du commerce du coton soutenait financièrement les exportations de matières premières et du même coup, l'État préservait artificiellement la population rurale de la paupérisation. Mustang, the authentic jeans. La plus grande usine allemande de jeans vit des pantalons en sergé de coton. Les ouvriers y assemblent des pièces de tissu pour l'Allemagne et le monde entier. Mustang vit bien. En 10 ans, le patron, Heiner Sefranek, a triplé son chiffre d'affaires. Le maître tailleur de la 2e génération a fait de la petite marque allemande un des fleurons du secteur de la confection en lui donnant le nom d'un cheval sauvage américain. Je suis né l'année où mon père a eu l'idée de tailler ses premiers jeans. J'ai grandi ici. Je suis pour ainsi dire tombé dedans quand j'étais petit. Aujourd'hui, je porte notre toute nouvelle coupe avec des plis repassés. On peut dire que c'est un classique relooké. C'est un mélange coton-polyester. 90% de ce que nous vendons sous la marque Mustang est en 100% coton. Mustang crée 4 collections par an, à raison de 12 ou 14 nouveaux modèles par collection. Au total, cela représente 120 à 130 coupes par an. On s'est très vite rendu compte que les jeans ne sont pas seulement un produit de masse, ce sont aussi des produits de haute technologie. Le jean est un phénomène planétaire. Quand on regarde ce qui se passe sur le marché, on constate que la demande de coton n'a jamais été aussi forte. Il faut savoir anticiper. Je crois que la fibre naturelle du coton est irremplaçable.
De fait, les plants de coton sont un produit vraiment intéressant. Je n'en ai pas souvent vu de près. Je serais assez tenté de me retirer un peu des affaires et de déléguer mes pouvoirs pour jouer les planteurs de coton, pourquoi pas. Au moins, je verrai tout de suite le fruit de ma récolte. Alors qu'ici, quand on lance une idée, il faut parfois attendre longtemps avant d'en récolter les fruits. C'est 1000 fois plus rentable de cultiver du sésame. Sauf si on nous achète le coton à 250 ou 300 shillings. Nous resterons dans ce créneau si des affaires se présentent. Il y avait du coton partout. Nous sommes de bons travailleurs. Regarde, c'est dans cet entrepôt qu'on stockait le coton. Nous en avions un deuxième ici et encore un autre en ville. En fait, il y en avait 3. Non, 4 même. Regarde, ils étaient tous pleins de coton. Je trouve que c'est à Muanda que le coton fleurit le mieux. À Kilosa aussi. Des représentants du gouvernement sont venus nous voir. Ils nous ont dit que nous pouvions être fiers d'avoir de si beaux champs. Et vous voyez où nous en sommes maintenant. Le commerce du coton a été florissant pendant 20-30 ans, et soudain plus rien. Rien du tout. La crise est arrivée dans le milieu des années 1980. Le cours mondial du coton s'est effondré et le gouvernement a dû compenser le manque à gagner des paysans. Acteur de cette chronique d'une crise annoncée, le village de Mbogo est tombé dans le piège de la mondialisation. Pour pouvoir augmenter ses exportations de coton, la Tanzanie a dû importer de plus en plus d'équipements techniques et de produits chimiques, jusqu'à ce qu'étranglé par les dettes, il lui soit impossible de payer les factures. Fouille de la préhistoire. Dans les ruines de la ferme d'État, des paysans de Muanda mettent au jour les précieuses marchandises d'importation, vestiges de jours meilleurs. Des pièces d'un tracteur allemand, des engrais chimiques siglés Höchst, autant de reliques de la culture industrielle du Nord, d'une époque où les paysans étaient regroupés dans des villages communautaires. La ferme modèle a cessé son activité au milieu des années 1980. Depuis l'indépendance du jeune État au début des années 1960, le prix de la première fibre naturelle de l'histoire a chuté de 75%. Inapaswa safi na mpaka kwenye kikoni inatoka. Tena ukishika tu ukitoka inatoka moja kwa moja. Ukishika ukitoa. Wallahi huwezi kubakia tena. Kumbe dawa ilikuwa dawa sana. Équipements et produits chimiques importés d'Allemagne. En 20 ans, les planteurs ont vu tripler leurs dépenses en pesticides et engrais, jusqu'au jour où la culture du coton a coûté plus qu'elle ne rapportait. De plus en plus de paysans sont restés avec leur récolte sur les bras.
Haoulé a 65 ans. La misère l'a chassé du village. Il s'est réfugié dans une vallée humide toute proche. Quand le système étatique a fait faillite, il a entraîné dans sa chute la culture moderne du coton. Et les villageois ont été privés de ressources. Haoulé, pourquoi avez-vous arrêté de cultiver le coton? Nous n'avons tout simplement pas eu les moyens de continuer. C'est la véritable raison. Nous recevions des aides de l'État, mais il fallait rembourser des intérêts. Ils donnaient d'une main pour reprendre de l'autre. Ensuite, les autorités ont déclaré qu'elles ne nous subventionneraient plus, et ce sont les coopératives privées qui ont pris le relais. La première année, nous avons poursuivi la culture du coton, et nous avons été payés. Mais dès la deuxième année, nous n'avons plus reçu un sou. En 1984, tu t'es retiré dans la vallée et en 1985, le marché s'est libéralisé. Le coton était de meilleure qualité, mais vendu beaucoup moins cher. Les prix ont commencé à baisser et le coton a perdu de sa valeur. Kunyong'onyea kabisa kabisa, asema sasa hii kulima pamba si tufanye magodoro ya kulalia. Hiyo kazi mbaya sana. Basi wakaanza moja moja mpaka tukafirishika. Baada ya kuhama ushirika, ndio sasa hivi hatulimi tena pamba, sababu hatulimi tena, hakuna zana ya kufanyia kazi, hakuna dawa ya kushughulikia. Maana mtu anapolima anajua hapa nitalima nitafanya hivi, hapa nitalima nitafanya hivi. Sasa yule mtu anapokuja limeni pamba, sitamwambia bwana tia saini tu kidogo. Hapo ukitia saini si pamba tutalima. Wale wanaotaka zao la pamba lilimwe wasimame juu. Mimi naanza. Kwa hiyo tupo tayari kwa zao la pamba. Le marché, ainsi que la grande économie aime à s'appeler, les aurait-il oubliés? Les acheteurs et les investisseurs ne se sont pas manifestés. Quant à l'État-providence, dans la lointaine capitale, qui autrefois savait si bien les protéger, les soutenir et les accompagner, le président et sa cour de ministres, tous semblent avoir perdu la parole. Mais dans le nord-ouest de la Tanzanie, entre le parc national de Serengeti et le lac Victoria, dans la région des Grands Lacs, c'est l'inverse qui se passe. La misère régnait. Aujourd'hui, les femmes chantent, car avec la fin de l'Ancien Régime, leur région a été élue par les gros investisseurs débarqués d'Europe et d'Amérique. Une toute puissante banque mondiale octroie des garanties, envoie de l'argent et des consultants des pays riches. Les planteurs de coton ici se portent bien. Les Wazungu, le peuple des Blancs riches, en ont décidé ainsi. Une prospérité qui pourtant ne rattrape pas la misère de Chembogo, le port de la métropole économique. Dans les docks de l'ancienne société étatique, il y a 20 ans, nous étions tombés sur des hangars remplis d'or blanc jusqu'au fait. Qu'en est-il aujourd'hui? Les hangars sont vides ou presque. Les exportations ont chuté des 2/3. Le libéralisme économique, imposé par la Banque mondiale aux pays endettés, a divisé les récoltes par 2 en Afrique orientale et réinventé la misère. La Tanzania Cotton Authority, l'ancienne agence du coton de l'État, finançait routes, hôpitaux et écoles dans les régions rurales, là où le cotonnier prospérait. Elle venait en aide aux paysans, petits et grands, gratuitement. Elle a disparu, les bureaucrates l'ont voulu ainsi. Dans un des anciens hangars, l'acheteur et expéditeur travaillent pour des négociants étrangers. Moses Nareba est le représentant des sociétés étrangères. Il travaille à 80% pour une firme suisse.
Nous avons visité des villages côtiers. On y cultivait le coton depuis l'époque coloniale allemande. Pourquoi les paysans ont-ils cessé cette culture? Pour la simple raison que le coton ne leur rapporte rien. Les paysans subissent de plein fouet la faiblesse des cours sur le marché mondial. Depuis la libéralisation du marché tanzanien, c'est le marché mondial qui commande tout. Privés de la protection que leur offrait le gouvernement, les paysans sont pris à la gorge. Les gouvernements africains n'ont pas les moyens de subventionner nos paysans, tandis que le gouvernement américain continue d'aider financièrement les fermiers des États-Unis. Il soutient énormément sa propre industrie cotonnière, et je me souviens encore d'une rencontre avec des Américains, des gens ouverts d'ailleurs. Je leur ai dit qu'il faudrait couper les subventions. Mais eux estiment que si le gouvernement américain soutient l'industrie nationale, c'est parce qu'il a l'argent. Et c'est justement ce que nous, en Afrique, nous n'avons pas. Ils vous imposent pourtant d'ouvrir votre marché aux étrangers. Évidemment, ils ont imposé l'ouverture des marchés. On voit bien la guerre que se livrent les États-Unis, la Chine et le Japon sur le marché mondial. Ce sont de véritables guerres commerciales. Les règles du commerce mondial ne sont pas loyales. Hello? Nikodette, how are you? How is everything? I'm struggling hard and I'm doing the best for you, Nikodette, you know that? Nous avons notre transporteur attitré, M. Moses Mareba. Il assure les transports en Ouganda et en Tanzanie depuis des années. C'est nous qui l'avons formé. Il est aujourd'hui le premier transporteur de coton. Il peut aussi travailler pour d'autres entreprises, cela ne nous dérange pas. La firme helvétique achète presque la moitié du coton cueilli sur tout le territoire tanzanien. La Suisse, pauvre en matières premières, est le poids lourd du commerce mondial. Depuis 300 ans, les négociants alpins font le voyage vers l'hémisphère sud et grignotent de nouvelles parts de marché. Nous nous situons parmi les 10 premières entreprises mondiales du coton et les achats que nous réalisons en Tanzanie ne représentent qu'une partie de notre chiffre d'affaires. La Tanzanie n'est pas assez grande pour décider du cours mondial. C'est un tout petit producteur sur l'échiquier mondial. Les fluctuations sont énormes. Il y a 4 ou 5 ans, le coton se négociait plus d'$1 la livre contre 40 cents l'an dernier. Les différences de prix sont considérables et se répercutent sur les paysans, évidemment. Ce sont eux qui en pâtissent le plus. Êtes-vous allé en Afrique cette année? Je suis allé 4 ou 5 fois en Afrique de l'Est. Il arrive que la récolte soit exceptionnelle et on fait de bonnes affaires. Et l'année suivante, c'est le contraire. Ça varie d'une année sur l'autre. Quand je vais là-bas, j'explique aux gens ce qui se passe dans le monde. Ils vivent encore un peu en retrait du reste de la planète. Et ils ont un peu peur quand ils me voient arriver, car ils me prennent pour un contrôleur. Au moment de la pesée, on joue sur le poids, car il y a de l'argent en jeu. Elle appuie, là on la voit bien, et lui essaie d'alléger la balance du pied. Elle défend les intérêts du paysan, lui, ceux de l'égraineur. Hali kishakuwa ngumu sana. Baadaye mama anapepeta na kutia kwenye magunia. Sehemu yote kama
L'État est pauvre. Le nouvel État les a oubliés. Depuis quelques années, les villageois doivent payer de leur poche les cahiers, les livres, les habits et même les bancs de l'école. Vizazi hadi vizazi vimeishi au vimesoma na somo na hela ya pamba. Afika mtoto mpaka darasa la 12 lakini mtihani hapana. Sina hela. Kila nikitaka kujiinua siwezi, chakula hakuna. Ndani njaa ipo, hela hatuna. Chakula hakuna. Kwa kweli mwanangu mpaka leo ananiuma uchungu. Kwa sababu alikushafika mpaka darasa la 12 lakini ameshindwa kufanya mtihani. Hela sina. Tu aimes les jeans? Oui, j'aime bien. Le jean que tu portes est un peu usé. Tu ne veux pas en changer? Je vais cultiver du coton. Comme ça, j'aurai un jean neuf. Le coton est en train de disparaître. Qu'en penses-tu? Le coton ne peut pas mourir. Ah bon? Alors dis-nous comment tu comptes t'y prendre pour qu'il renaisse. Je cultiverai du coton en faisant un emprunt. Avec tous ces jeunes qui n'ont pas de travail, on ne veut pas rester à rien faire. Le monde les a rattrapés, eux aimeraient comprendre le monde. Mais ce n'est pas simple à Muenda, les nouvelles sont rares. Et quand par hasard un des leurs rapporte un journal de la lointaine capitale, la moitié du village se jette dessus, l'étudie pendant des semaines avant qu'une femme ait le droit de le brûler. Le village de Mbongo s'étend à la limite d'une immense réserve naturelle. Les plus proches voisins de mon vieil ami Mzengwaombogo sont des girafes, des lions et des éléphants. Il arrive que la faim pousse les paysans de Muenda à s'emparer de leurs fusils. Les hommes vont alors chasser l'antilope pour nourrir leur famille, ce qui est strictement interdit par la loi. Un homme, voisin de Mbogo, a payé ce braconnage de sa vie. Un défenseur zélé de l'environnement l'a abattu sans sommation. Petit voyage d'études, Mzembogo et la bourgade. Mikumi est un petit marché installé sur la grande route macadamisée vers le sud. À vélo, il est à 2 bonnes heures de route du village natal de Mbogo. C'est là que transitent les marchandises en provenance du monde entier. Une seule chose compte, l'argent. Curieux, il jette un œil dans les cafés des grands voyageurs. Les paraboles s'alignent sur les toits de paille. Gwaombogo aime bien la télévision, les images bruyantes en technicolor sont une fenêtre sur le vaste monde, si loin, si proche. Nous avons apporté la cassette du premier film et de l'univers impitoyable du coton. Nous entraînons notre vieil ami dans un long voyage. Nous voulons montrer à Papa Mbongo comment son chemin de planteur de coton croise notre monde consumériste. Depuis toujours. Nous attendons avec impatience ses questions et ses réflexions. Ce sont des jeans? Oui, des pantalons, des jeans. Ah, je comprends mieux pourquoi les enfants veulent toujours regarder les vidéos. Ce sont les jeans qu'on fabrique dans les usines. Qui c'est celui-là? Ce sont des Indiens, pas vrai? Non, ce sont des mannequins. Des Arabes ou des Indiens? Même des Blancs. C'est la mode. C'est vraiment ça la mode, mon petit.
Tout ça, c'est du coton. D'accord, mais tu as vu comment ils s'habillent? Tu ne peux pas comparer leurs vêtements aux nôtres. Toi, tu viens de Muenda. Regarde ça. Je ne suis qu'un simple paysan, moi. Qu'est-ce que tu trouves joli, les jeans ou les filles? Ils font de beaux vêtements avec notre travail. À une journée de vol des plantations africaines, au cœur de l'Europe, près de la Bavière, des machines affamées engloutissent 100 tonnes de coton par jour uniquement dans cette usine. Et ça ne coûte pas cher. Jamais le coton n'a été aussi bon marché depuis un quart de siècle. Le prix de l'or blanc se décide ailleurs, sur les places boursières des États-Unis. Ils sont tous beaux et de bonne humeur. Si nous avions du coton, notre vie serait aussi belle que la leur. Est-ce que tu peux comparer ces personnes aux habitants de Muenda? Comment veux-tu comparer? Nous, nous sommes des poissons hors de l'eau, desséchés et sans vie. Lakini katika watu 800 wamelima hiyo hii tu, na sijui kwamba tutaiuza wapi. Basi najua kali na mwendo wenyewe sio nzuri. Mke wangu nakwambia kazi ngumu sana. Sana na dunia imebadilika mwana. Nawe tafadhali mailo kutoka hapa 120. Hata mke mwingine sio wewe. Mimi nakuruhusu. Unaweza kwenda? Naweza kwenda? Kwa kuwa umeleta siku yangu. Basi sipati tabu. Tafanya basi sipati tabu. De là, le grand marché s'étendait jusqu'en Afrique orientale. Chaque cri d'allégresse, comme chaque soupir des courtiers, était comme un battement d'ailes du papillon. À l'autre bout de la terre, à des milliers de kilomètres, les paysans voyaient grossir leurs ennuis ou parfois leur porte-monnaie. Les courtiers se déchaînent à la bourse. Ils ne connaissent pas de loi et ont le goût du risque. La seule règle qu'ils connaissent est celle de l'audace et du profit. Ils jonglent avec les cours des matières premières et du reste, de tout et de n'importe quoi. Ils décident du cours du coton sans état d'âme. La raison est souveraine. Rendez-vous d'affaires, ils achètent le coton qui sera planté dans 1 an par des peuples lointains, par des hommes courageux qu'ils ne connaissent que dans les catalogues de leur tour opérateur et qu'ils n'imaginent surtout pas en train de récolter le coton. Par d'abstraits jeux d'écriture, ils expédient de l'argent aux 4 coins de la terre. Conclure des marchés et acheter des options, ce n'est pas sans danger. Il faut savoir ce qu'on fait. Pour illustrer les fortes variations des cours, j'ai ici la courbe des prix depuis 20 ans. On observe de fortes fluctuations, de 30 cents la livre à un maximum de 1,15 $ environ.
Le facteur est donc de l'ordre de 4, ce qui indique des variations aussi considérables que fulgurantes. Si le prix chute, c'est mauvais pour les paysans. Pour vous, cela peut être bon ou mauvais. La hausse et la baisse d'un cours dépend de votre flair. De la manière dont nous évaluons la situation au bon moment, En un sens, c'est exact. pour nous, la stabilité n'est pas très rentable, c'est logique. Les fluctuations rapportent plus, mais elles sont aussi dangereuses. Depuis 10 ans, nous avons connu une forte croissance. Nous avons grandi plus vite que le marché. Votre firme pèse combien? Nous sommes une entreprise familiale et nous n'aimons pas divulguer nos chiffres. Juste un ordre de grandeur. Nous faisons partie des 4 ou 5 plus grosses entreprises du monde. Avec sûrement plus d'1 million de balles. Nous avons recours aux nouveaux outils de l'information. Nous sommes obligés, sinon nous sommes trop lents et trop chers. Nous avons des filiales dans de nombreux pays qui nous transmettent les informations dont nous avons besoin. Nous sommes fiers d'être des professionnels du coton. Nous ne faisons que ça et nous continuerons. Eh bien, Dieu a les yeux posés sur ces hommes blancs et sur leur argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils récoltent de l'argent comme des épis de maïs, et peut-être même qu'ils trouvent des pierres précieuses. Les hommes blancs ont des machines qui travaillent pour eux, et l'argent, bien sûr, on le voit bien. Pourtant, nous sommes des êtres humains, comme eux. Enfin, c'est comme ça, et on ne peut rien y changer. Mit relativer Stärke könnte sich der deutsche Aktienmarkt auch in dieser Woche im internationalen Vergleich zeigen. Der Anstieg in der vergangenen Woche hat bereits viele Anleger überrascht. Image de la Cotton Belt, la ceinture cotonnière américaine. Image de Chine. Image d'Australie. Partout des machines, des produits chimiques, du coton, de l'argent. Image de l'Eldorado des paysans de Muenda. Autrefois, il y a 20 ans seulement, la ferme modèle voulait devenir un fleuron de l'agriculture mécanisée. Les gens n'étaient que des petits soldats dans la grande bataille du coton, que l'on appelle la crise de l'endettement, et qui devait tourner à la faillite. C'est ainsi que le marché est entré dans l'univers de Muenda. Le tam-tam de la bourse à l'autre bout du monde a retenti jusqu'au village de Mbogo. Où sont passés les ouvriers? Je ne vois personne, il n'y a que des machines. Comme ça, il n'y a ni voleur ni arrêt maladie. Personne. Les machines travaillent toutes seules. C'est magnifique. Ils doivent mener la belle vie là-bas. Et tout ce beau coton. J'ai entendu à la radio
Les paysans à l'ouest du pays cultivent toujours du coton. Ils font des emprunts. Qui les paye? Dans l'ouest du pays, par la grâce de la Banque mondiale, le coton s'épanouit encore. Des étrangers et de riches voisins ont implanté des usines d'égrainage. Les machines et les hommes séparent les soies blanches des graines oléagineuses. Ils préparent la matière première avant le grand voyage. Les fibres blanches deviendront jeans et les graines seront transformées en huile de fritage. Les négociants en Angleterre, en Allemagne ou en Suisse ne reçoivent que des échantillons des balles de coton. Les spéculateurs mondiaux ne voient jamais la marchandise brute. À Winterthur, en Suisse, un des plus gros négociants de coton nous montre ses échantillons. J'achète le coton au planteur, nous le lavons et l'égrainons pour ensuite le revendre outre-Atlantique. Nous le vendons à Plexus, Reinhardt, Cortico, Raleigh et à une entreprise allemande, Albert Müller. Reinhardt a aussi construit sa propre usine d'égrainage à Gaïta. Les entreprises que vous avez citées font-elles le déplacement d'Europe? Bien sûr, elles viennent sur place et certaines nous invitent aussi. Mais en général, elles font le déplacement pour acheter. Nous concentrons nos activités sur l'Afrique depuis quelques années. Nous avons construit notre propre usine d'égrainage en Afrique orientale. La dernière décennie a vu une certaine rupture sur les marchés mondiaux. Globalisation, libéralisation. Cela a-t-il eu des répercussions sur le marché du coton? C'est difficile de répondre à cette question. Vous connaissez la situation en Afrique orientale? Je sais, oui. Comment dire? L'objectif est qu'il n'en souffre pas trop. Mais une entreprise privée doit aussi placer son intérêt financier au premier plan. Nous espérons simplement que le cours très bas du coton n'a pas de retombée directe sur les planteurs, car cela pourrait nuire considérablement à la production. C'est le sens même de la libéralisation. Une fois le choc surmonté, les paysans doivent en profiter grâce au jeu de la concurrence. C'est ce que veulent la Banque mondiale et le FMI, une privatisation totale. L'onde de choc va d'ici à là, du monopole de l'État à un marché performant. Sous la pression de l'oncle Sam. Et l'oncle Sam veut protéger la prospérité de son économie cotonnière. En Tanzanie, c'était aussi le cas après la fin du monopole de l'État. Une fin radicale d'ailleurs. Le pays était incapable de payer, ce qui n'est jamais bon. Lakini kwa kweli pamba ilikuwa muhimu mkubwa sana. Hata mimi nilikuwa nakunywa chai maziwa bana. Nje mbogo. Nilikuwa nakunywa chai maziwa. Basikeli 3 naweka. Lakini sasa hivi sina hata kimo. Nimekuwa hivi tu. Nyumba kulala hata mwenye pita hilo ni ng'ombe. Unaona nala nyumba mbavu ya mbuzi. Asante sana. Lakini kama tungekuwa tunaweza tungelima hivi vyote na hata hiyo pamba tungelima. Na hii inatokana na matatizo ya uchumi wa soko huru. Ndio maana tulikuwa tunafurahi kwa sababu soko huru sasa kila mtu tulikuwa tunafurahi, lakini matokeo yake yanatuumiza sisi watu masikini. Kwa sababu vitu vyote vipo vinauzwa, lakini sisi uwezo wa kununua tunakuwa hatuna. Unajua unga huu sabuni 2, bei gani mama? Shilingi 100 kipande kimoja. Vipande 2. Sawa. Mafuta kopo moja mama. Bei gani kopo mafuta? 500.
D'où vient votre argent si vous ne plantez plus de coton? Cet argent-là, nous le gagnons en vendant du maïs. Nous vendons le maïs frais, le gobo-gobo comme on l'appelle. Mais de quoi vous nourrissez-vous alors? On met quelques silos de maïs de côté. De toute façon, on n'arriverait pas à tout vendre. Les gens n'ont pas d'argent non plus. Umeiva. Umeiva. Kidogo. Kidogo. C'est du millet, ça. Ça ressemble à du millet. C'est tout ce qu'on arrive à avoir et en plus, il ne nous en reste plus beaucoup. Cette année, c'est fini. On n'en aura plus d'autres. Il reste à peine 5 ou 6 kilos. Est-ce vrai qu'ici, les gens meurent de faim? Oui, c'est vrai. C'est la famine. Beaucoup sont morts l'an dernier. Pamba bwana, kweli sio mali hata kidogo. Kabla ni bwana. C'est là qu'on fabrique les jeans que tes petits-enfants portent. Et ici? On teint le tissu. Et ces vêtements? C'est là aussi que sont fabriqués les autres articles en coton. Quelle machine! Ils ont de l'avance sur nous. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont de bons outils. C'est plus facile. Les nôtres ne sont pas aussi évolués. Nous n'avons que des faux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle la qualité des beaux vêtements. Dès les années 1970, l'entreprise moderne du jean passait pour l'entreprise la mieux rationalisée d'Allemagne. Madame Hermann est une des 12 000 vaillantes couturières allemandes. Elle travaillait aux pièces, toujours plus vite, toujours plus de jeans en toile d'énigme. Je suis entrée à l'usine à 14 ans. J'avais besoin de travailler, alors je suis restée. C'est là que vous avez appris à coudre? Oui. On m'a mise devant une machine à coudre. Je devais piquer du papier, sans fil, sans rien. Il fallait d'abord que je m'habitue à la machine. C'est comme ça que j'ai appris. Chez Mustang, la confection d'un jean, coupe et couture du rouleau de tissu au service des expéditions demande 12 à 15 minutes.
Il y a 20 ans, les machines coûtaient moins cher que les ouvriers. À l'époque, les directeurs allemands de la firme estimaient que la délocalisation de leurs unités de production dans des pays moins chers était contraire à l'esprit de la société. Et puis, la mondialisation leur a offert une main-d'œuvre bon marché sur un plateau. Des étrangers qui ne demandent rien, pas même de l'entretien, contrairement aux machines modernes. Aujourd'hui, Mustang a ses propres ateliers de confection dans plusieurs pays à faible salaire. Les filiales au Portugal, en Pologne, en Hongrie et à Saint-Pétersbourg ont remplacé les emplois en Allemagne. En une décennie, le roi du jean a triplé ou presque le nombre de ses employés. À Kützelsau, les ouvriers n'assurent même plus la finition des uniformes bleus. Nous projetons de nous agrandir, car le site de Saint-Pétersbourg est probablement le plus rentable. Nous sommes très satisfaits aussi des qualifications des couturières. Nous recevons 300 candidatures pour un poste vacant. La part des charges salariales qui entrent dans le prix du jean a considérablement baissé. C'est fondamentalement égoïste, nous sommes là pour faire des affaires, mais dans le même temps, nous créons des emplois. À un niveau plus global de la société, c'est une véritable source de profit. Les couturières sont aussi qualifiées qu'en Allemagne ou en Hongrie, même si ça varie à l'intérieur de chaque pays. Cela ne vaut pas la peine de doter tous les sites des mêmes machines. Ici, une couturière gagne 180 €. L'automatisation n'est pas intéressante. En Allemagne, on a démonté à tour de bras. Les ateliers ont fermé les uns après les autres. À la fin, nous n'étions plus qu'une centaine. Au début, c'était très dur. J'étais crevée. Je ne faisais que coudre à longueur de journée. Après 40 ans de métier, ce n'est pas facile d'arrêter. Et pas seulement ça. C'est dur de quitter ses collègues, une ambiance. J'ai eu beaucoup de mal à quitter l'atelier de confection. Pour moi aussi, c'était difficile sentimentalement. J'ai eu beaucoup de mal à fermer la production ici en Allemagne. En fait, j'aurais dû le faire 10 ans plus tôt. Les différences sont si énormes. Les salaires sont 5 à 10 fois plus élevés. En Allemagne, une couturière gagne 10 fois plus qu'à Saint-Pétersbourg. Норму выполняешь? Когда есть работа, я выполняю. А перевод больше делаешь? Elle dit que si elle abat assez de travail, elle remplit son objectif. Combien gagne une couturière? Elle gagne 4000 roubles, soit 180 €. Son salaire mensuel lui permet d'acheter 2 paires de jeans.
Das Beste aus der Musikszene und die neueste Jeanswear von Mustang. Jetzt aktuell mit den Leningrad Cowboys, The Genovative Company. Comment expliques-tu ça? C'est Dieu qui te donne les graines et c'est lui qui te les reprend. C'est Dieu lui-même. Il aime tout le monde, mais si tu crois que tu es arrivé à quelque chose, que tu es trop orgueilleux, il reprend ce qu'il t'a donné. Maintenant, je suis fatigué. Je pensais qu'un jour la situation s'arrangerait, mais non. À la fin des années 1970, la Tanzanie avait une modeste industrie textile. On y confectionnait aussi des jeans. Vers la fin des années 1980, le secteur du textile faisait figure de fleuron de l'industrie tanzanienne. Et puis, il y a eu la mondialisation. « 20 ans plus tard, des usines de l'époque, il ne reste que des ruines. La production s'est réduite comme une peau de chagrin, à 1/5 de son meilleur niveau. Enfin, le summum de la libéralisation forcée, presque tous les textiles sont importés. Les importations ont conquis 90% du marché local. Les vêtements bon marché importés du Bangladesh et d'Inde ont relégué les investissements en Afrique orientale au rang de fonds perdus. Les marchandises venues d'Asie ont un coût de revient égal à 1/3 de celui des produits locaux. Tout cela est lié au marché mondial. Quand je regarde autour de moi, je me dis que c'est fou d'acheminer toutes ces balles de coton brut en Europe ou en Asie du Sud. Pourquoi ne transformons-nous pas la matière première en chemise? Nous expédions tout, direction l'Europe et l'Asie, à des milliers de kilomètres, pour ensuite importer des chemises. C'est mauvais pour notre économie. Nous devrions traiter et transformer nos textiles chez nous. Avant d'arriver sur les rayons des boutiques, un jean parcourt souvent entre 10 et 20 000 km. Le produit fini est international. Mustang utilise des toiles nord-africaines, se fournit en boutons de cuivre en Turquie et achète ses fermetures éclairs en Chine. Le tout est cousu en Russie. Quand on voit la route empruntée par les matières premières aujourd'hui, c'est quand même fou. Nous achetons du tissu en Italie, par exemple. Il part pour l'Allemagne et de là pour Saint-Pétersbourg. En Afrique, Mustang n'a créé aucun emploi. La Tanzanie est une tache blanche sur la carte des grands groupes textiles. Comme il y a un siècle, à l'époque du colonialisme allemand, le pays fournit une matière première bon marché. D'autres pays, dans l'hémisphère nord, traitent le coton pour en faire du fil et du tissu, et ça paie. La valeur de l'or blanc exporté chute inexorablement. Le marché mondial est entre les mains des géants du coton, dominé par la production des États-Unis d'Amérique et de la Chine.
L'offre excédentaire fait baisser les cours de la matière première et frappe de plein fouet les petits paysans du continent noir et d'ailleurs. Quelle est la part de la matière première, de la masse salariale et de la publicité dans le prix de revient? Aucun fabricant n'aime divulguer ces chiffres. Mais puisque vous me le demandez, sachez qu'il est faux de dire que le coton est plus cher depuis 20 ou 30 ans. Seriez-vous prêt à payer la matière première plus cher que la publicité? La question n'est pas de savoir ce que je suis prêt à payer, mais ce que le client est prêt à payer. Et c'est lui aussi qui paie la publicité? Il paie la publicité, mais la publicité lui assure aussi une plus-value. Si je fais plus de pub, le client bénéficie d'une plus-value plus forte. Il a droit à une publicité de meilleure qualité. Bien sûr, en termes de distribution, il est plus judicieux d'investir dans la publicité et d'acheter moins cher. Mais notre survie dépend du coton. L'année dernière, le gouvernement a décidé de reprendre la culture du coton et nous a demandé d'en replanter. Moi, je veux bien, je suis partant. Allons-y. Mais tu peux me dire qui nous l'achètera. Hello. Jeans, that's not us at all. Expensive? That's it. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Mais je le ferai sans problème. Si quelqu'un pouvait nous aider à replanter du coton, tout irait mieux. Mais les acheteurs se font rares. À quoi ça sert de cultiver quelque chose dont personne ne veut? Auf die eine Seite. Ja. So auch nochmal. Auf. Ja. Je ne donnerai pas plus de 2 shillings pour ça. C'est du coton, ça? Eh bien. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Quelle mode! Elle est habillée, celle-là? Ou elle est toute nue? C'est vraiment très court et très serré. Quelle drôle de mode. Ces vêtements sont beaucoup trop courts. À mon avis, elle devrait porter quelque chose par-dessus. Je ne trouve pas ça beau.
C'est vrai que Peter me voit toujours avec la même tunique. Je ne la change pas tous les jours. Un Allemand use environ 16 kilos de vêtements par an. Généreux, il donne volontiers ses habits usés aux anciennes colonies, dont de vêtements. Les vieux vêtements européens sont revendus en Afrique, où on les appelle les habits des Blancs morts. T-shirts et blousons d'aviateurs renaissent dans la brousse, où des teintes et des slogans incongrus se mêlent à la couleur locale. Pendant ce temps, l'industrie locale périclite. Le marché Kariako de Dar es Salaam, la métropole. Sur le plus grand marché du monde, on trouve des jeans de marques du monde entier. Un jean neuf de la marque Mustang coûte plus de 70 $, plus que ce que gagne en une année un paysan de Muenda, le village de Mzimbogo. Ils ont étalé les reliques des riches autour d'eux. Des slips, des bodys, des t-shirts à la gloire du Bayern de Munich, des blousons de ski et des jeans. Les fripes de la lointaine Allemagne collectées par Caritas et d'autres organisations humanitaires sont en fait une aide à la dépendance. L'importation de vêtements de deuxième main est au deuxième rang des importations dans l'économie du pays. Voilà comment ça se passe. Ils portent leurs belles chemises, leurs beaux pantalons, et quand ils n'en veulent plus ou qu'ils sont usés, ils nous les donnent. Eux ne portent pas de fripes, mais de belles robes, de belles chemises de confection. Moi, je ne porte pas les vêtements des Blancs. À l'époque, ils ne nous envoyaient pas encore leurs fripes. Moi, je continue à mettre ma vieille robe. Je te fais honte, Peter, avec cette robe. Mais c'est ma famille qui l'a cousue. Alors je la porte. En 20 ans, les tailleurs sont devenus des retoucheurs. Et au village de Mzimbogo, les écoliers rêvent de faire le commerce de fripes. On envoie les vêtements usés en Afrique. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la faute de la globalisation. Le monde est un village et pourtant il y a tant d'injustices. La mondialisation devrait signifier des chances égales pour tous. C'est loin d'être le cas. Les faibles sont plus faibles et les forts plus forts encore. C'est un monde injuste.
Et nous, on est là. On est là. Ça t'embête? Je n'ai pas honte d'habiter en Tanzanie. Ma famille est auprès de moi. Je suis content d'être là avec les miens. Il t'arrive de te demander pourquoi tu n'es pas né en Europe? Mon grand-père n'est pas né en Europe. Alors pourquoi y serais-je né? Je ne me pose pas la question. Il y a des Africains qui aimeraient bien habiter en Europe. Même avec de l'argent, là-bas, je serais un étranger. Ningependelea mimi nakuja huku na wale waliokuwa kama mganga mdogo